tu le disais tout à l'heure, Saïda, c'est la période Des concours d'accès aux grandes écoles, Ouais. effectivement. Il y a pas mal de concours qui sont prévus d'ici la fin ou mi-août. Il y a pas mal de dates à retenir et les étudiants sont un petit peu en train de faire le tour des villes pour passer les différents concours. Mais attention, il y a quand même quelques bons comportements à adopter avant les examens et aussi après les résultats. Et c'est ce qu'on va voir avec notre invité du jour, professeur Hicham Gerari. Il est professeur universitaire, chef du département de communication à la faculté des sciences techniques de Mohammedia. Et on le remercie pour le déplacement. Merci Bonjour. professeur d'être parmi nous. Merci à vous, merci pour Vraiment. l'invitation. Professeur Hicham El Gerari, مبروك على وشرك, عليك سيدي. عيد مبارك, etc. سنة Parce que سعيدة. c'est la période de la C'est ça, Weshar, oui, la oui. vérité. عدوزنا Vraiment, السنة il y a un الهجرية aussi. Exactement. Bonne année, Aussi, absolument. voilà. Et Ashura, c'est dans 2 jours. Voilà. Donc, Katchi les Kaïn. En tout cas, Saïda, c'est vrai, donc, ce que tu as dit, c'est la période des concours. Professeur, est-ce qu'il faut se préparer? Comment faut-il se préparer justement à un examen? Est-ce qu'il faut bien travailler? Et ça s'arrête là? Est-ce que quand on est prêt, justement, quand on a bien travaillé, on peut être prêt à ce concours? Est-ce suffisant? Bien travailler, qu'est-ce que ça veut dire bien travailler? Voilà. Ça veut dire qu'on peut. Qu'est-ce on peut que bien s'attendre à beaucoup de préparer? réponses. Qu'est-ce que bien travailler? C'est ça. C'est ça. D'abord, bien se préparer, bien travailler, ça ne signifie pas trop travailler. Ça signifie tout simplement faire une pause et réfléchir. Donc la meilleure attitude à avoir pour préparer toutes sortes, on va dire, de projets, C'est ça. y compris la préparation des concours d'accès, aux filières ingénieurs par exemple, ou à d'autres Grandes écoles. Oui. de commerce, De etc. médecine, médecine, voilà. Toutes sortes, toutes filières D'architecture, confondues. Exactement. voilà. C'est d'abord l'état d'esprit et adopter une bonne démarche. Une démarche introspective va conditionner on va dire la suite. Et il faut aussi se prévenir, plutôt se protéger contre certains préjugés. Alors, Là, ça devient intéressant. Voilà, c'est ça. pourquoi? Ouais. Parce que si on doit se préparer pour un concours pour faire plaisir à X ou à Y, ou parce qu'on nous a dit que telle ou telle personne a fait ceci ou cela, eh bien on est mal. On est mal parce qu'on est motivé par une pression. Et on n'est pas convaincu, en fait. Et c'est là où ça devient compliqué parce que le plus important, c'est d'être convaincu, c'est d'être motivé, c'est de trouver son intérêt, c'est de se poser les bonnes questions. C'est ça. Une démarche introspective, ça passe par un bilan. Et plus on va se poser de questions, et plus on va être proche de la réussite. Et il faut se dire que la réussite et l'échec, ce sont deux possibilités qu'il va falloir accepter. Donc à partir du moment où on va se lancer dans la préparation d'un concours, eh bien il va falloir se dire, je peux réussir tout comme je peux échouer. Pour toutes sortes de raisons. Exactement. Mais je peux faire en sorte de me rapprocher plus de la réussite. Alors quand je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est ce que j'aime faire aussi. Oui, qu'est-ce que j'aime faire? Eh bien, j'aurai le loisir et le temps de voir certaines choses que je ne retrouve pas dans mes livres. Maintenant, il y a des hic, il y a quand même des choses difficiles. Est-ce que je suis suffisamment expérimenté? Est-ce que je suis suffisamment, on va dire, bien placé? Aujourd'hui, on continue toujours de parler. Est-ce que je suis, entre guillemets, pistonné? Non. En Est-ce fait, que ma moyenne me permet aussi d'accéder à ce que... est-ce que ma moyenne, ça c'est encore compliqué parce c'est que ça. ce ne sont plus aujourd'hui les moyennes qui vont nous sortir, on va dire de cette qui vont nous permettre de démêler ce qui est complexe. Mais c'est quand même une clé pour pouvoir accéder à certains concours. Parce C'est que des une clé, fois, oui. voilà, j'adore le dessin, je veux faire archi, etc., architecture, mais Il y a ma des moyenne ne me permet pas d'accéder au conditions, concours, par exemple. Et ça reste une frustration en soi. C'est là où le guidage devient important. Y arriver par soi-même, on va dire, ça relève du miracle. On peut faire beaucoup de choses soi-même, mais il n'y a pas de mal à demander de l'aide
à aller voir les autres, à consulter des pairs, des amis, des proches, des professionnels, à consulter ses professeurs. Donc c'est là où s'informer devient important. Chercher le plus d'informations possible auprès des établissements, auprès des encadrants, lire, voir ce qui se fait, voir ce que les autres font à l'extérieur. Donc là, ça devient intéressant. J'ai envie juste de rebondir sur la réaction du professeur Hicham Gérari par rapport à ta question concernant la moyenne. Donc, vous disiez, et vous avez répondu, la moyenne, finalement, c'est pas le critère principal de sélection. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Donc, s'il n'y a pas que la moyenne qui compte, qu'est-ce qui compte, justement? Écoutez, si on peut répondre à votre question en répondant à une autre question. Qui va m'inspirer une autre question. Non, je vais vous donner aussi une partie de la réponse. Et c'est parti. Aujourd'hui, quand on va dans une grande école, un établissement universitaire ou ce que vous voulez, on se pose la question, quelle est la vocation de cet établissement? Est-ce que c'est une vocation professionnalisante ou alors est-ce que c'est une vocation purement académique? Quand on va postuler dans un établissement de facture académique, c'est sûr que ce qui nous intéresse a priori, c'est de promouvoir la recherche. Donc la question que celui qui doit se préparer, c'est est-ce que je dispose d'un projet de recherche? Est-ce que je suis fait pour la recherche? Est-ce que j'ai suffisamment de résilience pour entamer, on va dire, une carrière de recherche? Quand je postule dans un établissement professionnalisant, à ce moment-là, il faut se poser peut-être d'autres questions. Est-ce que j'ai les qualités d'un homme de terrain? Est-ce que je sais ce qui se passe dans tel ou tel secteur? Donc là, en fonction de notre cible, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est là où je reviens à la question de la moyenne. Si on parle de moyenne à un niveau baccalauréat, la moyenne, à ce niveau-là, elle va vous permettre de faire beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas retenu dans l'établissement X, vous allez être retenu dans l'établissement Y. Maintenant, c'est ce qui va suivre qui va importer. Parce que si cette moyenne n'est pas éprouvée et n'est pas maintenue comme une performance stable qui rassure d'abord le profil sur son niveau, sur ses acquis, c'est là où ça devient difficile à gérer. Parce que si jamais par la suite cette moyenne dégringole, si jamais, disons, baccalauréat, on a une moyenne de 16 et 17 et que par la suite, on découvre qu'on n'a pu avoir que 11 ou 12 ou 10. Tu veux dire qu'on n'a pas... là, il y a quelque chose qui va intérieurement nous perturber. C'est ça. Et c'est là, véritablement... C'est là où il faut se poser les bonnes questions. C'est là où il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis fait pour ça? Ai-je le profil, justement, qui correspond à ce domaine, à ce monde? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait? Est-ce que c'est une question de niveau? Est-ce que c'est une question de soutien, d'environnement? Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc il n'y a pas que les notes, il n'y a pas que les moyennes. Donc il y a aussi cet état d'esprit et le profil, justement. Il faut savoir. Et c'est là où, justement, où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il faut une petite introspection. Effectivement. Et il faut se connaître déjà. Il faut se connaître et il nous incombe, ça relève de notre responsabilité à nous, hommes de terrain, de rassurer ces jeunes, de leur créer justement l'environnement qui va leur montrer qu'il n'y a pas que la note qui compte. Aujourd'hui, quand on vient nous voir pour nous dire écoutez, nous allons postuler à l'étranger, nous avons besoin d'une recommandation, on leur dit effectivement, là vous voyez bien que une recommandation, ça a peut-être plus de valeur que la note. On peut avoir une moyenne de 12, 13 ou 14 et bénéficier d'une recommandation. Et si on a des lettres, des références et de la recommandation, là, effectivement, ça pèse plus lourd. Ça pèse plus lourd parce que c'est là où on découvre qu'il y a autre chose que la pure performance technique ou scientifique. Voilà. Ou scolaire. Tout à fait. Académique. C'est ça, en fait. Ça. Exactement. Tout à fait. Alors, professeur, là, on parle de concours d'accès aux grandes écoles. Il y a pas mal de jeunes qui les passent.
pour la plupart, c'est des jeunes qui ont eu leur baccalauréat ou qui ont fait les classes prépa. On ne parle pas de tout ce qui est master, etc. Mais vraiment, on va parler des écoles. Comme Noura, notre stagiaire. Noura, voilà, par exemple. Bah oui, tout à fait. Elle a dû passer des classes prépa, etc. Tout à fait, avant d'atterrir là où elle est actuellement. Mais quels sont les critères à prendre en considération? Parce que quand on est en train de remplir un petit peu les demandes pour accéder à ces écoles, en général, on n'a pas encore eu notre bac, on ne sait pas si on sera accepté ou pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on remplit un petit peu partout. On se retrouve avec 10 lettres, ok, vous pouvez venir passer le concours de 10 écoles différentes. On plante un maximum de graines. Voilà, c'est ça. Ce qui est normal. Et des fois, la personne, elle se retrouve en train de courir un petit peu partout aujourd'hui. Je suis à Stade pour passer le concours de l'ENCG. Demain, je vais à le Malik Fahd à Tanger. Après, je vais à machin. Et est-ce que c'est une énergie perdue, entre guillemets, dans toutes ces préparations pour tous ces concours-là, ou est-ce que vous voyez en ça une... C'est normal de jouer plusieurs tableaux. Voilà, exactement. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de normal. Et au contraire, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'apprentissage de la vie. Si on ne le fait pas maintenant, eh bien, on pourrait être contraint de le faire plus tard. Et si on n'a pas un point de repère... si on ne commence pas à développer ce fameux mot expérience dès maintenant, ça commence par aller voir, aller frapper aux portes. Et pour arriver, il faut bien commencer. Et quand on commence, ça serait dommage de vouloir rester limité à un ou deux choix. Alors qu'on peut en avoir plus. On pourrait en avoir plus, on pourrait justement... être peut-être on pourrait avoir besoin peut-être à un certain moment de faire un mauvais choix, hein, peut-être parce que faire le bon choix à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait le bon choix à 100%. C'est pas donné à tout le monde de faire le bon choix du premier coup. Voilà, donc je vous donne un exemple concret, hein, ce sont c'est l'accès aux établissements à accès régulé, hein, comme sont des établissements où il y a un cadre sélectif, et l'accès à des établissements à accès ouvert, comme les différents établissements universitaires, et l'accès à peut-être ce qu'on appelle des écoles. Des grandes écoles. De grandes écoles. Voilà. Hein, sachant que ce mot-là, école, grande école, c'est véritablement un mot qu'il faut prendre vraiment avec... C'est un autre sujet, c'est un sujet à part. C'est un sujet à part, effectivement. Là, effectivement, il faut se dire que le classement qu'on va obtenir très tôt à l'école va nous orienter vers un ou deux établissements. Par la suite, on pourrait choisir. Ou alors, si on veut pas justement être orienté par l'État, eh bien, on pourrait avoir quelqu'un derrière nous qui nous oriente, qui nous dit voilà, moi, je te garantis que si tu fais ce choix-là, tu vas y arriver. Donc là, il y a la présence d'un modèle qui rassure. Dans les deux cas, c'est tant mieux. Hein. L'expérience pour un jeune est importante et il faut savoir que nous existons dans un système aujourd'hui modulaire. Et ce système modulaire de licence, master, doctorat permet de se repérer par rapport à quelque chose qu'on appelle des passerelles. C'est-à-dire que la première année, c'est une année de découverte et elle nous permet de changer d'orientation si jamais on découvre qu'on est mal orienté. Et c'est là où il y a des couloirs entre établissements, entre filières, pour qu'on puisse par la suite refaire le choix qui aurait dû être fait. Quel est le bon comportement à adopter? Je sais qu'il n'y a pas une règle générale pour tout le monde, mais pour vraiment entrer dans le vif du sujet, quand on est à la veille d'examen, de concours d'accès, de concours d'accès, quel comportement faut-il vraiment adopter pour maîtriser et se maîtriser? Vous qui êtes spécialiste en communication. Il faut d'abord se connaître soi-même et savoir gérer ses propres tensions. On commence par quelque chose de basique, savoir respirer. Est-ce qu'on a pris l'habitude de respirer de différentes façons?
respiration diaphragmatique, respiration claviculaire, thoracique. Là, il y a des choses. Là, il va falloir peut-être, aujourd'hui, on peut aller sur YouTube, taper respiration, on peut avoir toutes des sortes tutos. Exactement, des oui, tutos. des guides. Si on prend l'habitude, si on habitue notre corps à respirer dans différentes situations de stress, à ce moment-là, il faut savoir que le jour du concours, quand on va rencontrer une situation stressante, eh bien notre cerveau ne va plus considérer cette situation comme étant alarmante, comme étant inhabituelle. Il va la considérer comme du déjà-vu, et on aura un point de repère qui va nous permettre de rester dans une certaine stabilité, qui va nous permettre de se concentrer. Et de débloquer ce... Exactement, et savoir quel genre de réponse, de rester concentré sur ce qu'on nous demande et pas sur notre état à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on va se concentrer plus sur le stress et la peur que sur le contenu justement de l'examen ou du concours. Tout à fait. Et ça peut être justement très handicapant. C'est justement ça. Ben, à vous entendre et à vous écouter, donc c'est des choses... qui s'apprennent en fait. C'est des choses qu'il faut apprendre. Et malheureusement, donc, on ne nous inculque pas ça. J'ai l'impression, au lycée, on ne nous prépare pas justement à ce genre d'événements et à ces concours et à ces examens post-baccalauréat. Nous sommes là dans ce dilemme quantité-qualité. Et oui, dans un système qui mise sur les contenus, sur la quantité des apprentissages. Donc l'aspect quantitatif est là, on n'y peut rien. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui relève de la responsabilité sociétale et qui concerne l'accompagnement des apprenants par l'environnement familial, par le cercle des pairs, des proches. Ça se développe, non pas que ça n'existe pas. Simplement, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Il faut, de nos jours, être capable de prendre des initiatives, aller découvrir des choses. Mais c'est des choses qui existent. Tenez par exemple les colonies de vacances, à quoi ça sert? Ça sert entre autres justement à faire voir aux jeunes quelque chose qu'ils n'ont pas appris peut-être à développer chez eux. Ni à la maison, ni en famille, exactement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et formateur. Il y en a qui ont de la chance, qui n'ont pas du tout ce souci. C'est inné, ils s'en rendent pas compte, mais ils ont cet avantage. Et ça se fait spontanément. Donc pas de panique, on se concentre, on se détend. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir peur? La peur est là, c'est une émotion universelle. Et en fait, c'est le manque de situations qui pourraient nous éviter d'être exposés à la peur. Le manque d'expérience sur le terrain. Quelqu'un qui n'a jamais appris à avoir peur, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été en face de difficultés. Mais c'est vraiment, ça reste quand même improbable parce qu'à un certain moment, on découvre l'expérience la plus basique de la peur. Simplement, quand est-ce que cette peur s'active? Est-ce qu'elle s'active face à quel genre de risque? Et c'est cette notion de risque qu'on va fréquenter tout au long de notre parcours qui va déterminer notre prédisposition à affronter ces peurs. Voilà, donc le genre de comportement à adopter avant des examens, des concours. Moi, ça me fait penser à des amis qui voulaient faire une certaine école et qui ont vu d'autres écoles qui proposaient, on va dire, le concours avant celui voulu. D'accord? Et donc, ils ont passé tous les autres concours en guise d'entraînement, entre guillemets, pour être prêts, pour affronter toutes ces situations-là et être prêts le jour J pour l'école qu'on veut. Est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie? C'est du practice. Voilà, c'est ça. Entraînement. Cela va dépendre du modèle qui, on va dire, influent autour de nous. Si autour de nous, il y a des personnes prudentes, des personnes qui réfléchissent beaucoup avant de faire des pas, qui ne prennent pas beaucoup de risques. Qui ne prennent pas beaucoup de risques, qui ne conseillent pas aux autres de prendre des risques, qui considèrent le risque comme étant quelque chose qu'il va falloir contourner, comme un danger. Oui, on peut avoir cette stratégie, on va postuler par-ci, par-là, on va dire c'est normal, d'accord. Eh bien, on va également peut-être par la suite postuler dans ce fameux concours et on va se dire
Donc on va dire d'accord, ok. Il a مكتبلك شي حاجة ما مكتبها. D'accord. Simplement, là, on reste un peu dans la vision déterministe, fataliste des choses. Mais il y a aussi des modèles qui existent et qui vous disent, écoutez, vivre sa vie à un jeune âge sans savoir ce que c'est que prendre un risque, ça serait vraiment dommage parce que on pourrait par la suite regretter de ne pas l'avoir fait. Alors. Et là, pour un profil, un jeune profil, quand il a devant lui un modèle qui prend des risques, eh bien, il est positivement influencé et il se dit que tout comme X et Y ont fait telle et telle chose, moi aussi je pourrais le faire. Simplement, là, on va retrouver la notion de l'intelligence. Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'intelligence pour éviter peut-être les erreurs des autres? Et c'est ça ce qui compte. C'est là où le mot expérience va être doublé d'un autre mot qui est celui de la représentativité. Plus on va prendre de risques, et plus on sera amené à juger un certain nombre de situations et à les capitaliser pour pouvoir par la suite être entre guillemets chanceux. Et c'est là où la chance n'est plus de risques de hasard. C'est ça. Ça devient quand même une compétence aussi. Plus de risques, plus d'expérience, plus de leçons à tirer. Oui, encore faut-il retenir la leçon, comme a dit le professeur. Non, mais Exactement. c'est vrai. Professeur, pour clore ce cas de figure, parce que je sais que Saïda avait deux cas de figure, donc avant les concours et aussi après. Surtout après. Imaginez, vous entrez, vous êtes professeur, vous êtes dans votre amphi, devant vos étudiants, tableau noir, et on vous dit 3 comportements clés à adopter avant un examen pour un étudiant. Ça serait quoi à retenir? Tout d'abord la veille, rester en veille, rester vigilant. La deuxième chose, c'est la curiosité, poser des questions. Et la troisième chose, c'est le réalisme. Alors. Être réaliste, c'est-à-dire se dire que je suis dans une sphère, que j'ai une opportunité. Cela ne sert à rien de dénigrer cette opportunité. Il va falloir tout simplement faire face au vent et ajuster ses voiles. Soit on va savoir le faire, soit on ne va pas savoir le faire. Mais dans les deux cas, on va apprendre. Donc, si on a ces qualités, tant mieux. Et par rapport au concours, il y a quelque chose que beaucoup ne font pas. Hein, il faut se dire qu'il va falloir se distinguer des autres. Et des fois, on a besoin que de peu de choses pour le faire. Il y a quelque chose qui relève de la reconnaissance, de la courtoisie. Et dans le milieu professionnel aussi, on se prépare pour la courtoisie professionnelle. Aujourd'hui, quand on passe un concours, on sait qu'il y a un avant, préparation, on sait qu'il y a un pendant, mais le après. Il y a très peu de candidats et de candidates qui, en terminant le concours, ne voient pas l'utilité d'envoyer un email, une lettre de remerciement à l'établissement pour dire merci de m'avoir accueilli. Cela a été un honneur, un plaisir de passer ce concours. Dans le cas de la réussite, tant mieux. Dans le cas de l'échec, il ne faut pas oublier qu'il y a des listes d'attente. Et lorsqu'il y a une liste d'attente, par la suite, si quelqu'un se désiste, absolument, eh bien, on va aller chercher quelqu'un d'autre. Eh bien, parmi les critères de sélection, il y a le comportement. Quand nous avons quelqu'un qui, en plus d'être un chercheur, un professionnel, quelqu'un de compétent, qui a le comportement, on va dire, nécessaire pour développer son environnement, eh bien, on n'hésitera pas justement à se souvenir de cette personne bienveillante qui a envoyé un message de remerciement. Et de courtoisie. Voilà. Parce que ça reflète véritablement le comportement du citoyen ou de la citoyenne attendu. C'est une bonne impression. Bah oui, hein. Et ça fait bonne impression. Ça fait bonne impression. En tout cas, moi je retiens éveillé, curieux et réaliste. Tout à fait. Voilà, donc les 3 mots clés à retenir. Et merci vraiment, professeur. On se fait une petite pause, voilà, donc histoire de digérer tout ça, et on passe au chapitre 2. Dans quelques instants. Le post-exam, toujours avec post-résultat. Post-résultat, voilà, et quel que soit le résultat. C'est très important, avec professeur Hicham El Gerari qui nous accompagne, et on le remercie vraiment d'être parmi nous. À tout de suite.